Bonsoir à toutes et à tous. Merci et bienvenue à ce débat après la projection donc, du film de Kiev. Bienvenue à cette 14e édition du festival Images et Santé, à cette édition complètement revisitée, réinventée en digital, ce qui nous amène à de nouveaux défis, de nouvelles contraintes aussi, mais en même temps, cette année, le festival est donc visible partout en Belgique. Je pense que vous êtes aussi connectés un peu de partout en Belgique parce que donc Médecins sans frontières a soutenu beaucoup cette projection en termes de communication et donc je voulais déjà tout de suite les remercier pour l'accompagnement qu'ils ont fait de cette séance. Tout d'abord, je remercie aussi les Grignoux parce que c'est malgré que le festival ne se passe pas en salle, les Grignoux ont soutenu et soutiennent le festival. Nous sommes d'ailleurs dans une salle du cinéma Sauvenière, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais moi je vous le dis, on aurait vraiment préféré vous accueillir ici dans la salle en physique, mais tant que ce n'est pas possible, on a décidé de vous proposer tout de même le festival en contournant finalement en fait, les contraintes de la situation actuelle. Mais voilà, je vais revenir au débat. On va vous laisser sortir de l'émotion de ces films. Je vais poser les premières questions à mes deux intervenants de ce soir. Mais sachez que vous avez un chat à votre disposition et donc vous pouvez déjà maintenant commencer à nous écrire et au fur et à mesure, je vais relayer donc, vos questions à mes deux intervenants ici. Petite parenthèse, donc The Cave est vraiment un film majeur, un documentaire qui est pour moi très important, très impressionnant aussi, un film qui a tourné dans plein de festivals internationaux. Il a eu une candidature aux Oscars aussi l'année dernière. Il est passé à Toronto, à IDFA, et souvent il a gagné le prix du public. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que malgré que ce soit un film très dur, avec des scènes parfois presque insupportables, ce qui peut parfois, on peut se dire que ça peut revulser certains spectateurs, pas révulser, pardon, repousser certains spectateurs. Eh ben, malgré ça, c'est un film qui est attachant. Je trouve que les trois personnages principaux, je ne sais pas vous, mais sont vraiment, on a envie de les suivre, on a envie d'être avec eux, on a envie de voir jusqu'où ils vont aller. Et donc voilà, malgré les difficultés, et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me fait penser que ce film va avoir quand même beaucoup de succès, et j'espère que vous allez nous en faire part. Voilà, je vais tout d'abord poser une première réaction à chaud à Martial Ledec, qui est ici avec nous, qui est chirurgien vasculaire et thoracique, et qui était en mission pour Médecins sans frontières depuis 2005. Et donc voilà, comme vous avez vécu vous-même donc la médecine de guerre et notamment au Moyen-Orient, voilà, je voulais savoir comment vous avez perçu ce film. Oui, je pense comme tous les spectateurs qui viennent de le voir, c'est un film extrêmement émouvant, c'est bouleversant. Et je dirais, d'une certaine manière, il y a un monde de différence entre la chirurgie de guerre qui est pratiquée par des humanitaires et la chirurgie de guerre ou la médecine de guerre qui est pratiquée par les victimes mêmes du conflit. Et on voit qu'il y a là un monde, en effet, qui nous sépare, et ils sont vraiment dans une situation qui est oui, absolument désespérée. Ce qui n'est pas le cas de la plupart du temps, sinon toujours, ce qui est rarement le cas, disons, dans la pratique de la chirurgie de guerre humanitaire, qu'il faut encore différencier de la chirurgie de guerre militaire, mais c'est chaque fois un contexte différent. Mais là, ici, on est vraiment au niveau zéro, je dirais, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé donc, à vous engager dans la médecine humanitaire? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Oh, ça y est, c'est très difficile à expliquer en deux mots. Ce qui m'y a amené, c'est que j'étais en contact avec l'organisation Médecins sans frontières très tôt dans ma vie professionnelle. J'étais encore assistant en chirurgie à l'université à ce moment-là. Et j'ai connu Médecins sans frontières Belgique depuis sa naissance, je dirais. Je suis resté en contact avec eux de manière plus ou moins régulière, et de temps en temps, je consacrais un mois de vacances à une mission pour eux.
Et par la suite, enfin, pendant tout ce temps-là, je travaillais en Belgique, dans un hôpital régional. Et puis, quand j'ai approché de mes 60 ans, j'ai décidé de travailler plein temps pour MSF pour finir ma vie professionnelle. Et finalement, je l'ai fait jusqu'à l'année dernière, jusqu'à le début de la pandémie en réalité. D'accord. Merci. Et donc, vous, donc, Benoît Misset, vous êtes médecin-chef du service de soins intensifs du CHU de Liège, professeur aussi de médecine. Voilà, comment est-ce que vous avez voilà, perçu le film? Qu'est-ce qui vous a touché? Alors, bon, moi, je suis aussi, comme vous venez de dire, comme tout le monde, j'ai été aussi vraiment très bouleversé par ce film, très, très ému. Et ce qui m'a probablement le plus marqué, c'était d'observer ce contraste d'une exceptionnelle humanité, d'un humanisme ou d'une humanité de la part de tous ces gens qui soignent et tous ceux qui sont autour, et d'inhumanité de la situation dans laquelle ils sont. On peut pas dire que c'est une guerre, on peut dire qu'ils sont pris dans un trou à rats et qu'ils n'ont pas d'espoir et qu'ils s'en rendent bien compte, au moins en cours de film, à la fin du film. Mais j'ai été très très ému par tout ça et très impressionné par le rôle justement d'humanisation et de soutien, on peut pas dire psychologique, mais enfin tout simplement humain, que jouent ces personnages, aussi bien cette jeune médecin que ce moins jeune chirurgien, qui fait autant qui apporte autant d'amour et d'humanité que de bistouri dans son rôle, quoi. Enfin, dans le rôle, dans sa vie, le rôle de sa vie. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est pas un film, hein, c'est un documentaire, mais j'étais très ému par il mettait pas de la musique pour se faire plaisir. Il mettait de la musique vraiment parce qu'il voulait faire de l'anesthésie, parce qu'il voulait faire un peu comme on ferait comment on dit, de l'hypnose, etc. Mais c'était vraiment, on sent bien cet amour et le contraste qu'il y a avec ces avions russes tout puissants, inutiles. On peut pas dire aveugles, puisque justement ils tirent réellement sur les vraies cibles et ils balancent pas n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est ça que ça me. Donc j'étais très très pris par ce film, oui. D'accord, merci. Et donc vous, vous travaillez donc au soins intensifs, vous n'êtes pas dans une unité de guerre réellement, mais voilà, comment décrirez-vous peut-être cette unité de l'hôpital, quel type de travail Moi je crois que notre métier, c'est le même métier, pas du tout les mêmes conditions, on peut pas du tout comparer, mais on peut comparer le métier. Et donc je perçois bien ce qui se passe quand je vois ces gens dans la grotte ou dans la cave traiter des gens en détresse vitale avec des gros saignements, des membres disloqués ou des insuffisances respiratoires, par exemple dû au chlore. Hein. Nous, on voit ça dû au Covid, mais eux, c'est dû au chlore. Et je vois assez bien, et on fait le même métier, à essayer de sauver des gens ou de faire passer des caps à des gens pour qu'ils puissent retrouver une vie et de les accompagner dans des circonstances où on a toujours un petit peu peur pour eux. Voilà. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Ledeck, que faire de la médecine humanitaire ou faire de la médecine, voilà, un peu fait par les mêmes victimes, comme on voit dans le film, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus loin, nous expliquer un peu mieux justement quelle est cette grosse différence? Bien, ce qu'on voit dans le film, ce sont des gens qui sont seuls, hein, ils sont vraiment dans une solitude totale. Et puis surtout, ils n'ont, à part beaucoup d'autres choses, ils n'ont aucun moyen logistique. Donc on voit très bien, et la logistique en fait est quelque chose de capital quand on décide d'aller porter secours à des victimes d'un conflit.
Faute de quoi, on arrive à des résultats quasi nuls. Et c'est ce qui arrive dans le film qu'on vient de voir, c'est qu'à un certain moment, ils n'ont plus, ils n'ont plus de matériel. Et on voit bien, me semble-t-il, dans le film qu'à ce moment-là, il y a un basculement dans l'état d'esprit de l'équipe soignante. Et tout d'un coup, alors tant qu'ils étaient actifs, qu'ils pouvaient faire quelque chose, des pansements, etc., puis après, il n'y a plus rien. C'est la désespérance qui s'installe. Et on voit, je crois à un certain moment, le docteur Amani dit elle ne croit plus en l'humanité. Et donc on comprend ça très bien. Inversement, dans la médecine de guerre humanitaire, pour beaucoup d'organisations, et en particulier pour celle de Médecins sans frontières, la logistique, elle est très très bien assurée. Et je dirais même que c'est un des points forts de notre centre opérationnel ici à Bruxelles, c'est d'avoir une logistique qui assure dans des circonstances invraisemblables, mais qui arrive toujours à apporter à l'équipe soignante le matériel dont il a besoin. Et cette logistique-là, j'en profite pour le dire, euh, elle n'existerait pas s'il n'y a pas des donateurs, s'il n'y a pas des gens euh, dans la population belge qui se dit, moi je suis d'accord avec ce qu'ils font et je donne quelque chose. Et comme vous savez, les dons privés, c'est plus de 90% des fonds de Médecins sans frontières. Donc sans le soutien de la population, des donateurs, c'est des choses qu'on n'arriverait pas à faire. Et on arrive à le faire dans d'excellentes conditions logistiques. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième grande différence entre ce qu'on a vu dans le film et nos missions de chirurgie de guerre habituelles, c'est la sécurité. Et on voit bien qu'évidemment, ils n'ont aucune sécurité. Tandis que dans la plupart des opérations qu'on a mis sur pied, c'est un aspect qui a été étudié vraiment en profondeur par des spécialistes, par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et finalement, je dirais à part quelques rares fois, personnellement, je ne me suis jamais senti insécure dans une opération de ce genre. Donc ça, c'est quand même une différence énorme. Euh, Travailler, opérer sous les bombes, ça me paraît quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut une certaine sérénité de toute l'équipe d'ailleurs, pour pouvoir mener ça à bien. Et donc ça, c'est les deux différences majeures, je dirais, entre la chirurgie ou la médecine de guerre faite par les victimes même du conflit et par une organisation humanitaire. Et encore une autre chose, c'est que on voit bien qu'à un certain moment, l'équipe soignante dans le film n'arrive plus à prendre de la distance par rapport aux émotions que suscite le spectacle incroyable, insoutenable qui est devant eux. Et c'est peut-être plus facile, pas toujours, mais c'est peut-être plus facile pour une organisation étrangère qui vient porter secours à une population qui est dans la tourmente. D'accord, et ça m'amène justement à une question que je voulais poser à M. Misset, c'est justement au niveau de comment on gère les émotions, comment on gère ce stress, cette frustration aussi parfois de devoir soigner quelque chose de très extrême finalement. Comment on le gère, je ne sais pas. Où est-ce qu'on apprend à le gérer? Je pense que ça s'apprend. Peut-être que tout le monde ne l'apprend pas. Je pense que ceux qui continuent dans le métier sont ceux qui ont réussi à le gérer. Clairement, on a l'impression, par exemple, pour le docteur Amani, qui est très jeune, puisque je crois qu'elle a 30 ans à peu près, on se dit c'est un petit peu comme les enfants malades qui apprennent très très vite. Je pense qu'elle a appris plus vite que nous parce qu'elle s'est retrouvée dedans tout de suite et qu'elle n'avait pas le choix. Et elle a fait partie, elle a été, c'est ce que je comprends dans le documentaire, elle s'est un peu sélectionnée, elle a été sélectionnée par ses pairs pour être celle qui gère l'ensemble de l'hôpital, hein, puisqu'il y a toute une discussion là-dessus à un moment donné. On voit bien qu'elle doit avoir un certain don pour arriver à
avoir l'équilibre qu'il faut entre l'empathie dont elle nous fait des démonstrations magistrales sans le vouloir, parce que c'est quasiment naturel chez elle, mais elle a dû, voilà, ça s'apprend aussi. Et puis un certain détachement pour arriver à tenir, parce que à la fin, on dit qu'elle perd un petit peu, manifestement, elle perd un peu espoir et foi un petit peu en l'homme, en la justice, mais elle a quand même tenu 5 ans. 5 ans, jour et nuit, Dans ces sous les conditions. bombes. 5 ans, en 2013, il y avait déjà les attaques au chlore. 2018, il y avait encore les attaques au chlore. Et entre les deux, il y avait des attaques au chlore, notamment parce qu'il y a eu toutes les bombes et tout ça. Et donc, je pense que bon, elle a été un petit. Je ne sais pas si ça s'apprend certainement, mais elle avait un talent, une volonté et des atouts personnels qui faisaient qu'elle a réussi à maintenir cet équilibre entre empathie et détachement, je dirais. Alors, maintenant, je n'ai pas répondu à la question comment on le gère, ça. Mais effectivement, ça se travaille d'essayer de garder le détachement suffisant pour arriver à continuer à prendre les décisions quand il faut, comme il faut, pour gérer l'ensemble de cet hôpital en même temps qu'il faut aussi. Elle a même la capacité, je ne peux pas dire que c'est inouï, parce que on a l'impression que c'est naturel et qu'on pourrait presque le faire aussi, mais d'empathie, d'accompagnement avec les petits-enfants, avec les petites filles qui ne sont pas blessées mais qui sont traumatisées parce qu'elles ont perdu son père, par exemple, etc., etc. Toutes ces histoires très poignantes. Et elle a toujours les bons mots. Et c'est pas une actrice, encore une fois, c'est un documentaire, c'est juste la réalité. Toujours les bons mots. Elle sait attendre, elle sait écouter, elle sait ne pas parler, elle sait parler juste comme il faut. Bon, tout le monde ne sait pas le faire. Bon, tout le monde ne se retrouvera pas non plus dans cette situation-là, mais on l'apprend. Je suppose qu'on l'apprend. Je pense qu'on l'apprend, et je pense que nous aussi on l'apprend et qu'on le vit un petit peu, pas avec la même intensité et pas dans les mêmes circonstances qu'elle, évidemment, ou que tous ces gens-là qui sont autour d'elle, qui vivent la même chose. Oui, parce que vous aussi, vous vivez quand même des situations. Oui, Voilà, je pense que détresse chacun, on extrême, apprend on nous apprend et on apprend à gérer en équipe, à gérer notre stress. On a des périodes de débriefing qui sont organisées exprès pour apprendre petit à petit, pour tirer les conséquences des difficultés, pour gérer le stress que nous vivons. Et heureusement que nous avons du stress et des émotions. Et pour apprivoiser un petit peu, pour nous apprivoiser nous-mêmes, pour réussir à faire le travail, à rester professionnel. Et être professionnel, c'est aussi en même temps rester humain. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, des fois, on a toujours on a tendance à se retrancher derrière la technique, par exemple, ou derrière nos outils, derrière nos machines pour cacher nos émotions, ou pour cacher ou pour éviter de parler, parce que des fois c'est plus facile. Et chacun le gère comme il le peut. Et dans les conditions qu'on a vues là, mais un peu tout le temps, on a dit ça un petit peu tout à l'heure, il faut un chef. Hein, et elle s'est retrouvée le chef naturel parce qu'elle avait tout le talent qu'il fallait pour tout ça. Et j'imagine que dans les missions humanitaires, il y a aussi un soutien psychologique pour les personnes qui travaillent. Oui, et surtout au retour, donc le débriefing qui est parfois bien nécessaire. Mais je dirais, quand on est dans une situation catastrophique comme un conflit armé moderne, on a vu ce que c'était, tant qu'on a quelque chose à faire, qu'on sent qu'on peut intervenir, qu'on peut... ça peut être faire des pansements, arrêter une hémorragie, prendre tel patient en charge, etc. Tant qu'on peut le faire parce qu'on a du matériel, parce que le reste suit, etc. Il y aura un roulement des équipes. Alors, tout va bien. Je pense que c'est comme on l'a très bien vu dans le film, c'est quand justement on n'est plus capable de rien faire et qu'on est juste un spectateur horrifié
de ce qui est. Mais tant qu'on agit, ou qu'on est capable d'agir plutôt, c'est beaucoup plus facile. Mm. Ah oui, bien sûr. Ben oui, parce que ce qu'on voit dans le film aussi, c'est que parfois, il n'y a plus rien à faire. Et donc ça, j'imagine que pour un soignant, ça doit être une des choses les plus terribles à gérer, puisque la mission est celle de soigner, justement. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, vous parliez, il y a du débriefing, évidemment, quand on rentre dans le pays d'origine. Et c'est quelque chose C'est quelque chose qui est, d'indispensable. oui, qui est organisé Ouais. par l'organisation MSF. Vous n'êtes pas obligé d'y aller ou d'accepter, mais si vous en ressentez le besoin, il y a toujours une oreille pour vous écouter, ça c'est sûr. Oui. Oui, oui. Et Je crois vraiment, que c'est voilà, peut-être une bête question, mais est-ce qu'il y a un temps maximum pour ce genre de mission? Est-ce que, voilà, on dit après X mois, il faut absolument revenir pour faire une pause, oui. pour après repartir? Oui, parfois c'est plus court. Hein. Ouais. Donc moi j'ai eu le privilège d'aller 3 fois en Syrie. Et les missions, au départ, elles étaient limitées à 6 semaines. Après 6 semaines, eh bien, on change. On a participé, enfin, on est aussi intervenu dans la guerre de libération de Mossoul, par exemple. Et là aussi, c'était un 6 semaines maximum. Et c'est vrai que même physiquement, c'était dur, pas seulement psychologiquement, mais physiquement aussi. Il y a une autre situation, la dernière, c'est au Yémen. Oui, alors quand on travaille presque jour et nuit, puis encore une urgence qui vient, et puis encore le matin, il faut de nouveau être là. Après 6 semaines, 8 semaines, vous êtes cuit, je pense. Enfin, moi en tout cas. Ben oui, j'imagine. Et donc, je me retourne vers vous parce qu'évidemment, les soins intensifs ont été vraiment très, très sollicités cette dernière année. On ne peut pas ne pas penser à cette crise qui nous traverse. Et donc, voilà, là aussi, j'imagine, il y a des roulements, etc. Mais j'imagine que pour les équipes, ça a dû être dur à vivre. Peut-être que ce qu'on partage, hein, toute proportion gardée, c'est peut-être pour la pandémie de Covid, c'est l'afflux, alors pas à l'occasion d'un bombardement et donc pas tous en même temps, mais enfin plusieurs par jour, dans des conditions, plusieurs patients par jour dans des situations très graves, au risque de mourir. C'est ce que nous vivons, nous, aux soins intensifs, hein, pour le Covid en tout cas, avec des problèmes respiratoires très importants. Pour nous, nous avons des moyens, hein, pas comme dans le documentaire. Et ça a été quelque chose d'inhabituel, où il fallait ouvrir des lits, et ouvrir des lits, ça ne veut pas dire ouvrir des lits, ça veut dire trouver du personnel qui sache faire le même métier que nous, alors que ça n'existe pas, puisque si ça existait, il serait déjà là. Et donc beaucoup plus de travail, certainement beaucoup d'angoisse de ne pas réussir à faire. En plus, nous, on a une angoisse particulière, c'est que nous sommes habitués à une médecine de paix, de pays riches. Et donc, nous avons des exigences sur la façon de soigner les gens. Nous sommes prêts à aller très, très loin pour vraiment aller jusqu'au bout de soigner les gens, ce qui est finalement un peu le contraire de ce qu'on fait en médecine de guerre, où il faut trier, comme ils disent, avec un très mauvais mot, mais enfin, pas très joli en tout cas, de façon à donner des chances à ceux qui ont plus de chances à ceux qui ont un peu de chance de survie et ne pas en donner à ceux qui n'en ont pas. Donc c'est un petit peu différent. Voilà, c'est surtout cet afflux, c'est ce qu'on a partagé peut-être, c'est ce caractère très inhabituel de l'afflux. Oui. Nous, notre métier de soigner des gens qui sont dans un état très grave et dont on espère les sortir grâce à des machines ou des techniques d'assistance vitale, c'est notre métier. Mais d'en avoir plein tout d'un coup, ça, c'était quelque chose qui était inhabituel. Et c'est le petit parallèle qu'on pourrait faire. Voilà. D'accord.
Alors, je vois qu'il y a la première question qui arrive. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vraiment poser vos questions via le chat qui est mis à votre disposition. On est là pour ça aussi. La question est, lorsque vous êtes sur une intervention médicale ou une opération chirurgicale, pensez-vous au danger au dehors lorsque vous faites une mission pour MSF? Comment se faire à un quotidien sous danger? Voilà, j'imagine qu'elle est pour vous. Ben, je pourrais peut-être Ok. répondre par une petite anecdote, justement concernant la série. Euh, MSF a décidé donc d'implanter une unité chirurgicale à l'intérieur de la Syrie, pas très loin de la frontière turque, mais une petite unité chirurgicale. Et finalement, où on a le meilleur endroit qu'on ait trouvé, c'était une grotte, une vraie grotte, pas une cave, donc, qui se traduit en anglais par cave justement, mais donc une véritable grotte, qui a été aménagée de nouveau par des logisticiens en 2 temps de mouvement. C'était plus que acceptable. Il y avait donc par exemple un bloc opératoire sous une tente gonflable entièrement hermétique et très facile de avoir une hygiène correcte. Enfin, tout ça était très très bien. Et alors là, je me rappelle, j'étais en train d'opérer un patient et bon, il y a le coordinateur terrain qui passe sa tête par cette tente en question et qui dit ça va, tout va bien? Oui. Pourquoi cette question? Et puis quand l'intervention est finie, on me dit tu n'as pas entendu le baril de poudre qui est tombé à 30 mètres de l'entrée de la. Je ne l'ai même pas entendu. Donc tellement on est concentré sur ce qu'on fait. Et puis j'étais voir effectivement le cratère, c'était impressionnant. Et un peu après, on a quitté d'ailleurs cet endroit. Donc, encore une fois, hein, quand on a quelque chose à faire, si on est là à attendre que le bruit des avions, enfin, ici, à l'époque, quand moi j'y étais, c'était les fameux hélicoptères qui, à 3000 mètres d'altitude, lançaient des barils de poudre avec de la mitraille dedans et qui faisaient exploser. C'était évidemment, il n'y avait aucune précision sur les cibles. Eh bien oui, donc c'est vrai que entendre le bruit d'un hélicoptère, même par la suite, ça me rendait un peu nerveux, même ici en Belgique. Mais une fois qu'on est occupé à faire quelque chose, on n'y pense plus vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question. Oui, je pense. Et le fait peut-être de comment, donc au quotidien, peut-être aussi en dehors donc des moments où vous opérez, etc. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes jamais senti vraiment en danger parce que vous êtes un peu protégé, disons, par l'organisation qui est autour MSF. Oui. Oui, oui, certainement. Hein. Oui, oui. Ceux qui ont en charge la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. Et alors aussi peut-être un petit mot sur la sécurité en général. Donc le trépied de la sécurité d'une organisation humanitaire, et elle revendique tout ça, on est neutre, impartial et indépendant. Ok, ça c'est un vrai trépied, évidemment. Le deuxième trépied, je dirais, c'est d'avoir des contacts avec tout le monde, avec toutes les factions qui sont impliquées dans le conflit, que ce soit des religieux, que ce soit la police, les militaires, les rebelles. Il faut garder un contact le plus étroit possible. Donc, c'est avoir un bon réseau, ça c'est très important, je pense, au niveau de la sécurité. Et la deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui en vaille la peine, que la population, ou justement tous ces acteurs, estiment que oui, ça c'est vraiment utile. Par exemple, un chef militaire sait que si sa femme n'arrive pas à accoucher, il pourra avoir une césarienne dans la structure de Médecins sans frontières. Alors ça, il n'y a personne qui va y toucher. Donc ça fait vraiment aussi partie de la sécurité. Puis alors il y a des choses plus techniques, mais Voilà. Et donc peut-être les installations de MSF, elles se situent où exactement par rapport justement aux zones de conflit? Vous disiez que voilà, il y avait des lancements de barils, de bombes, etc., mais que vous n'étiez pas forcément dans des zones voilà, attaquées de près comme celles qu'on a vues dans le film. Vous êtes toujours dans des régions peut-être un peu écartées du...
région, enfin, Je un ne sais peu à pas. l'écart de la C'est- ligne de front, ça Ouais. certainement. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas travailler vraiment de manière efficace si on est sous une espèce de peur continuelle, Mm, de stress continuel. Donc, par exemple, MSF est intervenu pendant la guerre de libération de Mossoul, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on bombardait Mossoul de la même manière que ce qu'on a vu dans le documentaire. Euh, Nous n'étions pas à Mossoul même, nous étions 20 kilomètres au sud de Mossoul, sur la principale voie d'évacuation, là où on allait recevoir tous les réfugiés, les civils, les militaires aussi d'ailleurs au début. Mais on voyait bien les avions qui passaient, mais on n'a jamais été bombardé comme tel, donc on pouvait travailler avec une certaine sérénité. Bien, Relative. ouais, c'était quand même fort tendu, mais ouais, une certaine sécurité quand Mm, même. Oui. D'accord. Et j'ai encore une question donc, qui dit qu'après une mission comme décrite dans le film, enfin, celle décrite dans le film n'est pas une mission humanitaire justement, mais elle demande comment ça se passe, le retour à une vie de tous les jours en Belgique. On a parlé peut-être un peu du débriefing tout à l'heure, Oui. ça va un peu plus loin. Oui, ben, on peut être débriefé par quelqu'un sur le plan émotionnel, psychologique, etc. On peut aussi se débriefer tout seul, je dirais. Et donc, tout dépend un peu de l'entourage, quand on rentre, des contacts qu'on peut renouer. Euh, oui, tout ce qui touche peut-être, oui, osons le mot, peut-être à la spiritualité d'un chacun qui permet. La spiritualité, au fait, c'est quoi? C'est donner du sens à sa vie. Et renouer ce fil-là permet de se reconstruire, si jamais on avait été détruit d'ailleurs. Mm, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui font peut-être une seule mission et qui après décident que ça ne fait vraiment pas partie d'eux. Est-ce que vous avez peut-être des pourcentages ou des statistiques, je ne sais pas, des personnes qui s'engagent une première fois et pour qui finalement c'est trop dur de revenir? Parce que vous avez quand même fait ça pendant de nombreuses années, mais Oui, c'est parce que pas ça le avait cas de du tout le sens monde. pour Ouais. moi, en tout cas. Ouais. Non, je ne peux pas vous donner de Non, statistiques, je ne yeah. connais pas du tout. Ouais. Il faudrait s'adresser au département des ressources humaines. Voilà, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de poser ma question. Voilà, et qui m'amène aussi à une question pour vous, parce qu'on a parlé aussi beaucoup justement de la surcharge de tous les soignants des soins intensifs durant la première vague, durant la deuxième vague. Est-ce que vous avez aussi beaucoup d'épuisement, de personnel qui a dû arrêter parce que ça devenait trop, qui a dû arrêter pendant une certaine période C'est un métier, les soins intensifs en particulier, mais je pense qu'il y en a d'autres dans l'hôpital, mais c'est un métier dans lequel l'épuisement professionnel est considéré comme assez fréquent, hein. On considère que c'est pratiquement en permanence de l'ordre d'un tiers des personnes qui ont des symptômes d'épuisement professionnel. Donc c'est énorme. On en parle dans nos milieux, on en parle un petit peu moins à l'extérieur. Mais donc ça, c'est fréquent. Alors, pendant la pandémie, certainement, à chaque vague et à chaque sortie de vague aussi, parce que c'est surtout la longueur qui probablement compte, oui, il y a certainement eu plus. Est-ce qu'on l'a quantifié? Ça a été quantifié, c'était probablement un peu plus qu'un tiers, et c'était plutôt de l'ordre de la moitié. Bon, une fois qu'on a dit ça, bon, il me semble que ce que nous avons fait, mais ça a été fait, je pense, presque partout, enfin, oui, je pense presque partout, en tout cas, ça a été justement le fait de faire des débriefings itératifs. Et donc, débriefing, c'est, pour le coup, c'est pas des briefings après 6 semaines, c'est des briefings tous les jours. Tous les jours, avec une personne extérieure au service. Alors probablement tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir organiser ça, mais nous, ça a été le cas. Ça nous a été particulièrement utile. On l'a fait assez longtemps au moment les plus durs de la pandémie, pour nous, enfin au moment où ils étaient durs pour nous. C'est-à-dire quand il y avait des afflux de patients et que ça durait longtemps, ou que les patients, il y a des patients qui restaient longtemps, il y en a beaucoup qui sont morts dans nos services, il y en a qui sont morts tardivement, donc des agonies finalement assez laborieuses, et c'est difficile à vivre. C'est difficile de vivre aussi la souffrance des familles, et la souffrance des familles absentes, puisque vous savez que
La plupart ne pouvaient pas venir et ne peuvent toujours pas venir. Et on a accumulé tout ça, et tout ça nécessitait d'en parler finalement. Je ne suis pas un spécialiste du débriefing, je ne suis pas ni de la psychologie, mais c'est l'outil qu'on a utilisé le plus, je pense, pour arriver à... Et qui est un outil que nous utilisons régulièrement dans l'année. Nous débriefons très régulièrement, soit les cas difficiles, soit la situation dans les services, ou dans le service en l'occurrence dans lequel je travaille, parce que on a besoin d'échanger. Et d'ailleurs, je dois dire que dans le documentaire, moi j'ai eu l'impression que, par exemple, le moment dont je me souviens où ils sont à 2 ou à 3 à parler, pas quand ils font l'anniversaire, qui est une sorte qui est certainement très utile aussi, mais quand ils sont en train de parler entre eux, et un peu à se demander si ça vaut encore le coup, pourquoi ils le font, etc. Moi, je me dis, ça, c'est aussi du débriefing. Ils le faisaient, c'est un peu naturel, on en a besoin. Ils ne peuvent pas garder sans se parler. Ce serait d'ailleurs totalement déshumanisé. Et c'est la voie. Encore une fois, ils n'auraient pas tenu 5 ans. Je sais qu'ils n'ont peut-être pas tenu plus, mais ils ont tenu 5 ans. Et c'est grâce à ça. C'est peut-être venu naturellement. Mais oui. Oui, peut-être que les conditions ont fait que... Oui. Et puis encore une fois, le talent de... Enfin, le génie... Enfin, je ne sais pas si on dit le génie, mais charisme. elle a un petit peu ça dans le sang, quoi. Enfin, c'est quasiment... Je ne sais pas si c'est inné, mais enfin... Une sorte de vraiment, vocation, on sent qu'elle l'a. C'est une des meilleures manageuses de notre planète, finalement, je dirais. Si... D'autant plus, moi, ce qui me frappe aussi, avec la double difficulté d'être une femme dans ce pays. Oui, malgré ce que lui dit le père ou le mari de je ne sais, qui manifestement n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est dans un monde, effectivement, qui est encore plus patriarcal que le nôtre. Mais oui. Ça, elle cumule ça, mais elle a tout, quoi, pour... Et elle le fait, et elle réussit. Moi, je trouve qu'elle réussit tout ce qu'elle fait. Et encore une fois, c'est un documentaire, c'est pas un film. Elle réussit tout ce qu'elle fait. Elle en a pas. À la fin, elle en a plus l'impression, mais enfin. Oui, si vous voulez réagir. Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est vrai. Et quand vous avez donc justement travaillé en Syrie, au Moyen-Orient, etc., est-ce que il vous est arrivé que quelqu'un, comme dans le film aussi, ne veut pas se faire soigner? Parce que j'imagine qu'à MSF, comme c'est des Européens, il y a des femmes, des hommes, etc. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de réticence à se faire soigner par une femme ou quelque chose comme ça? Oui, c'est arrivé, effectivement. Oui, même des choses plus... J'avais écrit un petit article, d'ailleurs, qui s'appelait La burqa et la coquine. C'était au Pakistan. Je pense que c'est peut-être le Pakistan, le pays le plus patriarcal qu'on puisse imaginer, je crois. Je sais pas, mais un des... D'après ce que vous avez vécu, en tout cas. Et donc, on avait apporté une femme soi-disant prise en flagrant délit d'adultère, et donc on avait voulu commencer à lapider. Et alors, je ne sais plus par quel miracle elle est arrivée chez nous, on l'a soignée. Mais c'était personne ne s'y intéressait trop. C'était vraiment... Après vous, vous soignez quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'était dans l'urgence. Parce que ça peut paraître ahurissant, vu de notre point de vue, de refuser un soin d'urgence pour une question... Même si, on n'est pas... Je ne connais pas bien cette culture, donc... Mais pour revenir à la Syrie, je vous le racontais tout à l'heure, quand on a travaillé dans cette grotte, et puis après on a déménagé dans une ferme, une grande ferme qu'on a réaménagée en hôpital, on avait comme infirmière chef une syrienne qui s'appelait précisément Amani, par coïncidence. Eh bien, elle était de la même trempe. Elle était de la même trempe, oui, je pense. Je ne sais pas s'ils m'ont fait quelque chose, mais c'était vraiment un plaisir. Et personne
ni les infirmiers, ni les médecins syriens qui travaillaient avec nous, bien sûr, personne n'a remis en cause son autorité, et elle avait une autorité certaine, quoi. Oui, oui. D'accord. Et j'ai une autre question qui demande quel regard porte-t-on sur l'humanité avec un grand H après une confrontation régulière avec des situations de violence comme celle décrite dans le documentaire. C'est pour moi la question. Vous pouvez réagir tous les deux, oui. Mais justement, d'ailleurs, monsieur, vous l'avez bien dit aussi, en même temps, on voit des gens qui décident quand même à un certain moment d'envoyer des avions, de bombarder à tel endroit, de cibler telle et telle chose, ou d'envoyer le chlore. C'est une inhumanité effrayante. Et en même temps, on voit des gestes d'humanité incroyables dans le documentaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en chirurgie de guerre humanitaire. Parce que nous ne travaillons jamais entre nous, entre expatriés, on travaille toujours avec des nationaux, et une majorité de nationaux. Et on voit bien entre eux comment ils se comportent. Et je trouve que ça, c'est une très grande leçon. Quelle que soit la culture, finalement, on a l'impression que bien, les gens pleurent pour les mêmes choses, ont les mêmes émotions, rient de la même façon, et ont des gestes de mère à l'enfant, par exemple, on le trouve sur toutes les latitudes. De l'héroïsme, on en trouve sur toutes les latitudes. Ça, c'est quand même très réconfortant. Ça pourrait dire, d'une certaine façon, qu'il y a une certaine unité dans notre monde. Merci. Et j'ai une question un peu plus pratique, c'est-à-dire comment peut-on être sûr que les dons que l'on fait servent réellement aux victimes du conflit? Ah ben, il faut aller voir les comptes de MSF. Ils sont publiés chaque année. Mais donc, ce qu'il faut quand même comprendre, par exemple, c'est que si on veut donner des soins à quelqu'un, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moyens logistiques. Donc, il faut des logisticiens, donc il faut des techniciens, des ingénieurs, de tout ce qu'on veut. Il faut des administrateurs ou administratrices qui vont vous obtenir un billet d'avion, vont organiser votre voyage, vont prévoir votre logement, vont vous rémunérer quand même aussi. Il faut aussi des financiers pour tenir, par exemple, je ne me rappelle plus le budget de la mission Libération de Mossoul, mais ça a été plusieurs millions d'euros, quoi. Oui, donc, il faut quelqu'un qui gère le budget comme il faut, les entrées, les sorties. Il faut justifier tout ce qu'on fait de ce point de vue-là. Donc il y a toute une machine. Alors il y a un département médical qui fait des recherches sur les sujets qui nous préoccupent sur le terrain et qui sont d'un secours aussi. Bref, il y a toute une série de départements, on pourrait dire ancillaires, qui viennent en support de finalement la dernière main. Je dis toujours, nous sommes la dernière main, c'est celle qu'on voit. Ah, c'est formidable. Mais tous ceux qui ont travaillé derrière, et tout ça, évidemment, coûte aussi de l'argent. Donc, quelle est la part qui va vraiment... oui, l'ensemble. Oui. Alors, il y a une petite part de fonctionnement pour, par exemple, du bureau à Bruxelles. Il y a une petite part pour la récolte des fonds. Il y a une petite part pour... Mais la majeure partie va sur les projets. Mais ça peut être aussi une personne qui donne des directives en cas d'une épidémie d'Ebola et qui a étudié tout ça à Bruxelles tranquillement. Je dirais, mais ça aussi, ça coûte. Ouais. Donc l'argent va vraiment à toutes les strates, on va dire, de l'organisation que de l'ISF. Voilà. Et alors,
Peut-être un petit mot pour conclure. Je voulais peut-être mettre justement le mot guerre, comment dire, au milieu du village. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé donc, pendant les premières vagues, qu'on était en guerre, qu'il y avait une guerre, etc. Donc voilà, je voulais vraiment juste avoir votre avis sur le mot, quel sens vous leur donnez aussi, vous, dans votre quotidien, dans votre pratique, et aussi au vu de tout ce qui s'est passé cette année. Et peut-être après vous aussi, qui avez vécu aussi des situations vraiment de conflits internationaux. Oui, alors, les mots ont un sens, donc il ne faut pas utiliser le mot guerre quand ce n'est pas la bonne place. Alors c'est clair qu'on a vu un documentaire sur la guerre, une des pires des guerres qu'on puisse imaginer. On a parlé de guerre au moment du Covid. Alors je pense qu'on peut dire qu'on est en guerre contre ce virus et que ce n'est pas une honte de le dire. Ça ne se compare pas à une guerre avec des armes, mais ça a un sens dans la mesure où ça veut dire qu'il faut s'organiser réellement de façon à vaincre cette maladie, vaincre cette pandémie, ou en tout cas la rendre plus supportable. Et probablement qu'on n'a pas encore fait tout ce qu'il fallait pour cela. Inversement, je ne pense pas qu'il faut utiliser le mot guerre dans le cadre de la pandémie pour du Covid, simplement pour faire des moulinets à la télévision et montrer qu'on est un personnage politique important et qu'on prend. C'est pas guerre pour soulever les foules qu'il faut utiliser ce mot-là. Mais certainement, c'est un mot qui peut être approprié, mais qui n'a pas le même qui n'a pas exactement la même signification que ce qu'on a vu dans le documentaire. Je pense qu'on peut l'utiliser, mais pas n'importe comment, pas simplement pour faire juste un petit peu de foin, et puis voilà. Mm-hmm. C'est mon avis. D'accord. Et vous? Quel sens a ce mot pour vous, voilà, la guerre, la médecine de guerre non, je ne sais plus qui a dit il n'y a pas de crime de guerre, la guerre est un crime en soi, et je pense que c'est vrai. Bon, alors la médecine de guerre, c'est justement essayer de rendre l'insupportable supportable. Je dirais ça, oui. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été ici avec moi, merci. D'avoir répondu à mes questions et à celles du public. Moi, donc, avant de nous quitter, je remercie encore et toujours Les Grignoux, la 25e heure, qui nous permet aussi d'être dans vos maisons ce soir, Médecins sans frontières aussi. Et je vous donne rendez-vous parce que nous sommes qu'au 2e jour du festival, donc il y a encore des séances de films et des débats jusqu'au samedi après-midi et jusqu'au samedi soir, parce que samedi soir, c'est la soirée de clôture. Donc la soirée de clôture, c'est une soirée surprise, c'est-à-dire que seulement vendredi, on saura le film qui aura gagné dans la compétition. Donc vous pouvez déjà réserver vos places parce qu'elles sont gratuites. Et vous allez découvrir donc, lors de la cérémonie et le film par après. Mais j'ai envie aussi de vous donner 2 autres rendez-vous. Demain soir à 20h, on projette un film qui s'appelle Midnight Family. Si vous avez aimé ce film-là aussi, il est esthétiquement très puissant. Il parle aussi d'une certaine manière d'une forme d'urgence dans une situation où il n'y a pas de sécurité sociale. Donc c'est une ambulance privée à Mexico City, donc une ville de 9 millions d'habitants qui n'a que 45 ambulances publiques. Et donc on voit vraiment le système le fait de ce système de privé, de privatisation. Et il est aussi vraiment très puissant au niveau visuel. Donc c'est aussi un très très beau film et il sera suivi d'un débat avec les mutualités solidaristes et chrétiennes sur justement quel avenir pour les soins de santé. Et vendredi 26 mars à 20h30, un autre film complètement différent, comme ça j'essaie de vous faire découvrir, soyez curieux, allez voir aussi le programme. C'est un film belge qui s'appelle Petit Samedi, dont la réalisatrice sera présente, c'est vraiment une rencontre avec l'autrice de ce documentaire qui suit en fait la relation entre son frère et sa maman
dont son frère qui est donc toxicomane, et donc c'est vraiment toute une série de relations familiales et autour aussi des problèmes de la toxicomanie, et qui est un film aussi très beau, esthétiquement très construit. Vous verrez, parfois ça a une air presque de fiction. Et voilà, tous ces 3 films, je trouve aussi, qui ont ce don-là d'être des documentaires, mais qui parfois, dans leur mise en scène, dans l'attachement qu'on a envers les personnages, peuvent aussi vraiment toucher à presque une trame qu'on dirait presque de fiction, et donc qui se suivent vraiment comme des belles histoires. Voilà, bonne nuit, merci d'être resté avec nous jusque maintenant, et à très bientôt.